Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'horizon n'est pas encore dégagé au Sénat de la République pour le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Les 4 sénateurs de l'opposition menacent de boycotter de nouveau la séance de présentation de son énoncé de politique générale. Définitivement, le système judiciaire ne va pas bien. Après les juges, ce sont les greffiers qui s'apprêtent à entrer en grève afin d'exiger de meilleures conditions de travail. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis chargé des questions se rapportant à l'Amérique latine, Kimberly Breyer, invite les autres pays de la Caraïbe à rejoindre les États qui ont choisi de soutenir Juan Guaidó, président autoproclamé du Venezuela. Le délégué départemental du Nord, Antonio Jules, a été libéré cet après-midi par un arrêt de la Cour d'appel du Cap-Haïtien. Les avocats du délégué avaient exercé un recours auprès de la Cour d'appel suite au rejet de la requête en habeas corpus par le tribunal de première instance. Les 3 juges ont déclaré que l'arrestation du délégué était illégale et arbitraire parce que contraire à la législation. Les juges ont motivé leur décision en évoquant l'article 90 du Code pénal qui prévoit une autorisation du chef de l'État pour la comparution d'un haut fonctionnaire par devant un juge. Les juges composant la Cour d'appel du Cap-Haïtien, Carlo Fizemé, Audin Joseph et Maximé Jean-Noël, ont fait droit à la requête du ministère public qui avait évoqué le principe de droit universel qui veut que la détention soit l'exception et la liberté la règle. Plusieurs dizaines de partisans du délégué s'étaient rassemblés devant le tribunal lors de cette audience à l'extraordinaire qui a duré plus de 5 heures. Les manifestants réclamaient la libération du délégué accusé d'implication dans l'attaque contre le café Trio qui avait fait un mort. M. Jules avait été appréhendé le 13 mai 2019 suite à un mandat d'amener émis par le juge instructeur en charge de l'enquête. Après la décision de la Cour d'appel, les manifestants avaient laissé éclater leur joie. Dans une correspondance responsive adressée aux 4 sénateurs opposants, le président Karl Murakantav affirme n'avoir aucune objection aux conditions relatives à la soumission des dossiers des ministres ainsi qu'à la tenue d'une conférence des présidents à l'extraordinaire pour fixer les responsabilités. S'agissant du nombre des ministres et de la question liée au cumul de postes, l'élu de l'Artibonite s'en lave les mains et croit que ces requêtes ne relèvent pas de sa compétence. Les opposants ont rapidement réagi et disent s'accrocher au principe de la loi. Si les exigences constitutionnelles ne sont pas respectées, selon le sénateur Don Cato, le même scénario risque de se reproduire. Il faut que tout ministre soit présent. Lui-même, il pense ça qu'à respecter. Deuxièmement, il dit pas de gain séance si pas gain en conférence des présidents. Mais l'autre bagaille, c'est exécutif là. M'a dit président, c'est pas exécutif là. C'est sa constitution en dit, c'est lui qui doit faire. Nous pas de problème avec une série de ministres pour venir depuis qu'il y a des charges dans le faut qu'il y ait des charges parce que ça est important. Depuis que ministre ou pas ministre encore. Ou voulez retourner venir ministre encore. Faut qu'on ait des charges dans le monde. Nous voulons nous clair. Gagne dans eux qui pas qu'à venir là même. Par exemple, ou dit Ali lui-même même l'État gagne des charges son monde qui pas ta doit même passer devant le parlement parce qu'il trahit pays. Ça c'est une. Mais nous clair, nous dit président nous recevoir lettre là et ça pas changé rien vraiment parce que nous-mêmes nous dit sa constitution amendée c'est lui pour faire c'est lui pour permettre que séance continue là. Si c'est pas ça nous pral faire séance, li pral fini même gens encore parce que population a regardé nous, me dit encore la paix qu'a toujours venu mais l'a besoin de charges comme ministre culture parce que depuis constitution clair devant nous, nous-mêmes nous pour nous couper nous, mais s'il pas clair, qui est-ce qui a demandé pour me couper? Personne monde.
La femme d'affaires Shirley Kansky appelle à un changement de mentalité pour lutter contre la dépréciation de la gourde. Invitée ce mardi à la rubrique Le Point, elle a appelé à renforcer la production nationale et à mieux maîtriser les importations de manière à dépenser moins de dollars. Madame Kansky a appelé à prendre des mesures budgétaires drastiques pour restaurer la valeur de la monnaie nationale. 80% des produits qu'on consomme en Haïti sont importés. Nous n'exportons pratiquement rien, nous ne cultivons plus rien. On a un déficit budgétaire énorme qui continue d'augmenter. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester là assis à regarder la flambée du dollar. La gourde est en train d'être dépréciée considérablement, rapidement. Les banques, bien sûr, ont leurs revenus, ça fait leur affaire, mais au détriment du pays. L'une des sources de revenus de la banque, du secteur bancaire, le change, à part les prêts, le crédit. C'est ce que c'est. Le problème, c'est que nous ne produisons rien. Et c'est ce qui cause tout ça. Nous ne faisons que dépenser. Qu'est-ce que nous rentrons? Nous envoyons tout ce que nous avons à l'étranger. Tous les dollars que nous avons vont vers l'étranger. Nous sommes à court de dollars pour aller nous approvisionner à l'étranger. Qu'est-ce que vous voulez? C'est normal. Il faudrait créer, produire. Créer quoi? Créer localement. Créer des produits qui puissent aller vers l'exportation. Arrêter d'importer ou diminuer l'importation. On ne pourra jamais ne pas importer, mais on doit diminuer. 80% d'importation, c'est pas une mince affaire pour un pays pauvre. Il faut consommer localement. Il y a des mesures drastiques qu'il faudrait prendre, faire beaucoup de concessions. Je ne dis même pas les sacrifices, des concessions. Parce que quand on parle de sacrifice, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Il faudra faire des concessions, d'énormes concessions, dans tous les secteurs. Qui? Tout le monde. Tout le monde devra faire des concessions. En commençant par le pouvoir, par le gouvernement. Tout le monde devra faire des concessions. L'opposition, le gouvernement, le secteur bancaire, le secteur privé des affaires, chaque personne dans son secteur d'activité. Tout le monde devra faire des concessions. Autrement, on ne va pas s'en sortir. Nous sommes égoïstes, nous sommes très égoïstes, nous sommes individualistes. Et c'est pourquoi le pays est dans cet état. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes, qu'à notre bien-être personnel. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que notre bien-être personnel dépend du bien-être des autres quand on vit dans un pays comme Haïti, aussi pauvre qu'Haïti. Pas qu'à tant de personnes. L'étranger pas capable de faire rien pour vous. L'étranger capable de conseiller, mais pas qu'à jouer qui ça pour faire. C'est vous-même qui est haïtien. Ils ne sont pas là pour aider comme ça. Ils veulent sortir dans son rien. Mais il y a pas d'eau. Ils financent, il y a bon financement. Pour aider. Mais si vous ne pas voulu, ils découragent avec nous. Les étrangers découragent avec nous tout. Il y a des problèmes pas tout dans le pays. Il y a des problèmes pas. Ils juste veulent aider nous. Mais ce qu'on y a, c'est pas arrêter tête nous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis chargé des questions se rapportant à l'Amérique latine, Kimberly Breyer, a exhorté jeudi dernier les pays de la Caraïbe à rejoindre les États qui ont choisi de soutenir le peuple vénézuélien et le président qu'il a élu par sa constitution, en référence au chef de l'opposition, Juan Guaidó. Intervenant lors de l'ouverture du 8e dialogue avec la Caraïbe sur la sécurité qui s'est tenu au département d'État américain, Kimberly Breyer a affirmé que son pays est disposé à aider les nations de la région à faire face à l'arrivée croissante d'immigrants vénézuéliens et à son impact sur leur communauté. Outre Haïti, 11 autres pays de la région étaient représentés. Cette réunion est intervenue moins de 2 mois après la rencontre entre le président Donald Trump et ses homologues de 5 pays de la Caraïbe, à savoir Haïti, la République dominicaine, les Bahamas, la Jamaïque et Sainte-Lucie. Une rencontre s'est tenue ce mardi entre le ministre des Affaires étrangères Bokshi Edmond et une délégation de Overseas Private Investment Corporation, OPIC, à la résidence privée du chef de l'État. Les possibilités d'investissement en Haïti et l'accompagnement du secteur privé étaient au centre des débats, a indiqué M. Bokshi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des échanges qui ont eu lieu entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le président d'Haïti, Jovenel Moïse, lors de son séjour à Mar-a-Lago le vendredi 22 mars dernier.
Suite à voyage président à Mar-a-Lago, et le président Trump a décidé pour le voyer au pic en Haïti. Et nous sommes très contents de recevoir le matin. Et nous espérons que la visite ça son visite de travail qui pourra bailler beaucoup plus d'issues positives et qui va le permettre au moins et environnement ça, que climat d'investissement ça que le gouvernement veut créer en Haïti et qui pourra le permettre au moins tout secteur privé, non seulement en Haïti, qui est partenaire avec le secteur privé de l'autre pays, qui va venir en Haïti et créer emploi, créer travail, et notamment pour nos jeunes qui veulent perdre l'espoir, mais pour connaître qu'au moins notre travail pour créer plus d'opportunités pour eux et créer opportunités d'emploi pour eux. President Trump has sent the Overseas Private Investment Corporation to help develop investment in Haiti. Président Trump voyait OPIC, qui c'est corporation d'investissement et de développement à l'étranger, pour venir voir comment nous favoriser un climat d'investissement en Haïti. And today, the foreign minister, the president, and others laid out the impressive plans across infrastructure, energy, agriculture, tourism, and more. Et jeudi, le président avec Avinel a montré pour nous les priorités que nous gagnons dans tout secteur, que ce soit agriculture, tourisme et énergie. Et nous voyons que c'est des plans qui ont pile, c'est des grandes visions. And now we're going to meet with many of Haiti's leading businesses, both large and small. Et là, nous allons rencontrer avec plusieurs membres du secteur privé haïtien, que ce soit grandes entreprises et petites entreprises, to try and deliver private sector investment to power the future of Haiti. Pour voir comment est-ce que nous pouvons aider à attirer investissement dans l'industrie pour créer opportunités et emplois en Haïti. Mr. Foreign Minister, the Embassy and the Overseas Private Investment Corporation stand ready to help you develop the economy and society you want for the 21st century. Thank you. Monsieur le ministre, et OPIC avec l'ambassade américaine a été de bon côté pour nous aider nous favoriser un climat d'investissement en Haïti. Et nous espérons que la première visite ça va apporter un pile résultat positif et créer et en même temps pendant le gouvernement continuer à créer climat environnement qui attire investissement étranger pour qui crée et richesse et pour créer emploi notamment pour les jeunes haïtiens. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu en Haïti. Merci beaucoup. Les deux syndicats de magistrats, l'ANAMA et l'APM, ont mis leurs menaces à exécution. Depuis hier, lundi, la grève est effective et, hélas, les principales victimes sont les justiciables. Pour parler avec nous de cette situation, nous avons ce soir dans les studios de Télémétropole Maître Fanfan Guérilus, qui n'est pas d'accord avec ce mouvement de grève, et il va nous dire pourquoi, et il va surtout nous dire quels sont les autres moyens que les associations professionnelles de magistrats auraient pu utiliser pour faire valoir leurs revendications. Bonsoir, Maître Guérilus, bienvenue. Bonsoir, Monsieur Clan. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Permettez-moi de saluer les téléspectatrices, les téléspectateurs des radios Télémétropole. Merci d'être venu, Maître Guérilus. Donc, Maître Guérilus, pour dire les choses brutalement, cette grève des magistrats vous paraît illégale. Pouvez-vous nous dire en quoi elle est illégale d'après vous? Oui, et Monsieur Clan, et laissez-moi vous dire en tout premier lieu que je suis très sensible aux revendications des associations des magistrats, mais aussi fondées et justes que puissent être leurs revendications, et les méthodes auxquelles elles recourent, les associations, donc sont illégales. La grève n'est pas les moyens efficaces auxquels devraient recourir les associations de magistrats, d'autant plus que l'article 55 de la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature interdit aux magistrats de recourir à la grève. Purement et simplement. Purement et simplement. Oui, je lisais cet article où il est dit que les juges et officiers ministériels, etc., peuvent s'organiser pour faire connaître leurs revendications, mais sans que leurs manifestations ne portent atteinte à la continuité du service public de la justice.
Tout à fait. Donc, en d'autres termes, toute action qui entrave le cours normal de la justice leur est interdite. Tout à fait. C'est clair dans la loi et c'est irresponsable de leur part de se lancer en grève. Donc, c'est par le mépris pour les justiciables, surtout pour les gens qui croupissent en prison et qui attendent que leur sort soit fixé par une décision de justice. Oui, évidemment, c'est comme on l'a dit au début, ce sont les justiciables qui sont les principales victimes. Mais comment expliquez-vous que des gens quand même aussi importants que les membres de l'ANAMA et de l'APM puissent avec, je dirais, autant de légèreté, poser un acte dont vous venez de nous dire qu'il est illégal. Extrêmement. Et c'est pourquoi moi-même, dans mon article, je dis qu'en recourant à la grève, les magistrats renoncent à leur statut de pouvoir. Donc, un pouvoir ne peut pas entrer en grève contre un autre pouvoir. Donc, si un pouvoir entre en grève contre un autre pouvoir, c'est parce que ce pouvoir s'identifie, reconnaît qu'il est inférieur à un autre pouvoir auquel il a adressé des revendications qui sont restées insatisfaites. Donc, il y a des canaux de communication. Donc, on peut organiser les dialogues des pouvoirs. Donc, les législatifs n'entrent jamais en grève contre l'exécutif et vice-versa. Donc, si les judiciaires, en tant que pouvoir, est traité en parent pauvre, je le reconnais. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes traité en parent pauvre que vous devez vous-même vous comporter en parent pauvre. Donc, il y a d'autres moyens de pression auxquels les associations des magistrats pourraient recourir pour forcer l'exécutif à ne pas empiéter sur les attributions du pouvoir judiciaire. Oui, d'ailleurs, ça, c'est le principal argument que les deux présidents de l'ANAMA et de l'APM que nous avons reçus ici même, ce sont ces arguments qu'ils ont utilisés en disant que malgré toutes les requêtes, tous les courriers, tous les appels, l'exécutif a fait la sourde oreille et n'a jamais répondu. Il disait clairement que l'exécutif a refusé tout dialogue et que donc c'était en désespoir de cause qu'ils avaient eu recours à cette décision de lancer un mot d'ordre de grève. Je peux par exemple penser à un moyen de pression. L'exécutif nomme le président de la Cour d'appel, alors que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a déjà nommé donc, une présidente et que là, il y a des accords. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire peut s'entendre avec les magistrats de la Cour d'appel pour ne pas accepter la prestation de serment et encore plus l'installation du nouveau président désigné par l'exécutif. Donc, c'est un moyen de pression. Donc, là, ce n'est pas nécessaire de recourir à la grève pour pénaliser davantage les justiciables. Donc, selon moi, c'est irresponsable de la part des associations des magistrats. Et moi, je suis très, très, très sensible aux revendications des magistrats. D'autant plus que moi, je ne suis ni révoqué, donc ni en situation de démission. Donc, j'ai passé 8 ans au parquet de Port-au-Prince. Donc, je suis très connu dans les milieux. Je suis très sensible. Au contraire, c'est dans leur intérêt. Parce que quand les magistrats se lancent en grève, ils renoncent tout simplement au statut qui est le leur. Donc, on est pouvoir. Il y a des canaux de communication qu'on peut utiliser. Donc, on n'a pas besoin de recourir à la grève. Allons un petit peu plus au fond de cette question-là. Vous venez de donner l'exemple de la nomination du président de la Cour d'appel et le moyen de contrecarrer. Le CSPJ et les autres magistrats disent nous refusons et celui qui a été nommé par l'exécutif et on crée un blocage. Bien. Quels sont les autres moyens? Par quels moyens les syndicats de magistrats peuvent-ils obliger l'exécutif à s'asseoir, à dialoguer et à entendre leurs revendications? Des moyens concrets. Okay. Donc là, je parle tout d'abord du refus des prestations de serment
de la personne qui est désignée par l'exécutif. D'accord. L'exécutif veut imposer quelque chose qui n'est pas légal et la réponse des magistrats, c'est nous refusons cela et nous imposons ou mettons... Exactement. Voilà. Okay. Par exemple, pour que la personne nommée par l'exécutif prête serment, donc il faut qu'il y ait l'autorisation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. À ce moment-là, les conseils supérieurs du pouvoir judiciaire n'accordent pas cette autorisation. Voilà. Donc la personne est mise à l'écart. Et les conseils supérieurs du pouvoir judiciaire, en vertu du principe de la continuité du service public de la justice, désignent quelqu'un par intérim pour faire fonctionner les systèmes. D'accord. Donc ça, c'est un moyen efficace. D'accord. Donc à ce moment-là, les magistrats n'ont pas besoin de recourir à la grève. OK. Vous avez d'autres exemples que vous pourriez citer? Je n'ai pas en tête d'autres exemples, mais les exemples, les moyens de pression sont là. Les moyens de pression sont là parce que la grève, et selon moi, c'est irresponsable. Parce que la grève est lancée par un pouvoir contre un autre pouvoir. Mais maintenant, qui paie et qui paie les conséquences? Donc, ce sont les justiciables, les pauvres gens qui croupissent en prison. Oui. Et ceux qui attendent d'être jugés pour une raison ou pour une autre. Bon, aïe, aïe, aïe. Vous avez des nouvelles sur comment évoluent les choses depuis le début de la grève? Est-ce qu'il y a un début de dialogue entre ces magistrats et l'exécutif? Parce qu'au départ, ils avaient lancé un mot d'ordre de grève pour une semaine, en disant qu'ils attendraient un signe concret et précis de la part de l'exécutif qui indiquerait que l'exécutif est prêt à s'asseoir, à entendre et à s'entendre avec les magistrats. Est-ce que vous avez une idée de comment évoluent les choses? Non, pour peu que je sache, il n'y a pas encore de dialogue entre les deux pouvoirs. Mais c'est la paralysie. Par exemple, les tribunaux fonctionnent, mais c'est surtout les juridictions de référé et puis les doyens qui sont là. Et par exemple, pour entendre des cas d'urgence, des cas, par exemple, en habeas corpus. Mais il n'y a pas de siège ordinaire au niveau des cours et des tribunaux. Donc pratiquement, on est dans un état de paralysie. Tout à fait. Tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, Maître Guérilus, merci infiniment d'être passé nous voir ici à Métropole et de nous faire part de ce fameux article 55 qui semble dire très clairement que les magistrats n'ont pas le droit de faire grève car c'est une manifestation qui porte atteinte à la continuité du service public de la justice et ça, ils n'en ont pas. C'est clair, absolument c'est clair. Donc c'est pénalisé, comme je viens de le dire, les justiciables, les pauvres gens. Donc les magistrats doivent se montrer responsables pour entrer en dialogue avec les deux autres pouvoirs, notamment l'exécutif, sans qu'il soit nécessaire pour eux de recourir à la grève. Ce n'est pas les moyens les plus efficaces, je l'ai dit clairement. Donc, en recourant à la grève, les magistrats renoncent, d'accord, à leur statut de pouvoir judiciaire. Et donc, vous leur demandez, messieurs, soyez raisonnables. Je leur demande incessamment. Levez ce mot d'ordre de grève. C'est ça. Moi, je partage, je comprends bien les bien fondés de leurs revendications. Elles sont justes, elles sont fondées. Je suis très, très sensible au sort qui est réservé aux magistrats. Donc, mais... Leurs conditions de travail, les locaux, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a des progrès qui se réalisent au sein du système. Avant, les CSPJ, c'était pire. Donc, autrefois, les magistrats se trouvaient à la merci de l'exécutif. Donc, un ministre de la Justice pouvait être transféré, révoqué, et comme bon lui semblait. Donc, les magistrats, aujourd'hui, donc cela ne peut pas se faire. Donc, il y a des progrès qui se réalisent, c'est vrai. Donc, les attentes sont nombreuses. Donc, mais il faut faire preuve de patience et de responsabilité donc, dans la conduite du pouvoir judiciaire. Les magistrats donc, ont intérêt à ne pas pénaliser davantage les pauvres gens, les justiciables, surtout ceux-là qui croupissent en prison. Moi, je leur demande incessamment de lever ce mot d'ordre de grève, de permettre que les cours et les tribunaux fonctionnent normalement et qu'ils comprennent maintenant la nécessité de trouver d'autres moyens
pour forcer l'exécutif à ne pas empiéter sur les attributions du pouvoir judiciaire. Et finalement, pour conclure, on peut quand même attendre de magistrats qu'ils aient le souci au moins de respecter la loi. Ah, tout à fait. Parce que cette fameuse loi portant statut de la magistrature... Statut de la magistrature, donc c'est vraiment ça, pour eux. Exactement. Et c'est cet article 55 de la loi qui porte statut de la magistrature que les associations des magistrats sont en train de violer en recourant à la grève. C'est paradoxal que cela puisse paraître. Maître Fanfan Guérilus, encore une fois, merci infiniment. Je rappelle que vous avez travaillé pendant 8 ans au parquet de Port-au-Prince. Merci d'avoir porté cet éclairage sur cette question qui est extrêmement grave et qui peut avoir des conséquences tragiques pour les justifiables. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup aux nombreuses téléspectatrices, aux nombreux téléspectateurs qui ont suivi l'interview. Donc, je salue particulièrement la Gonave. Voilà, donc c'était Maître Fanfan Guérilus qui portait un éclairage nouveau et malheureusement il est un des rares à le faire sur la légalité de la grève lancée par les magistrats de l'ANAMA et de l'APM et des conséquences que cela peut avoir sur le pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.